On est parti pour parler du coup de la Vim Software Appliance. C'est une grosse nouveauté de la version 13. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis obligé de vous inviter tous à vous inscrire, à utiliser donc le QR code que vous avez là en bas à gauche pour vous connecter du coup le 18 juin. Vous connecter, vous inscrire pour venir au Vim on Tour le 18 juin. Donc scannez ce petit QR code, c'est notre événement qui va se passer toute l'après-midi du 18 juin à Paris, sur lequel vous allez pouvoir du coup, il y a pas mal de sessions, que ce soit des plénières ou des sessions techniques, sur lesquelles on va pouvoir tous se rencontrer et voir un peu quelle est la directive et qu'est-ce qui va se passer sur Vim. Prenez juste, allez, 10 secondes pour scanner le QR code avec votre téléphone et ensuite, c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est une software appliance? On est parti pour une heure et quart je pense, intensif sur la software appliance, qui est une nouveauté de la version 13. On va commencer forcément sur du high level, hein. C'est quoi une appliance? Pourquoi on a sorti une appliance? Et ensuite, on va rentrer dans toutes les spécificités Vim de cette appliance. Accrochez-vous, à la fin, tout est enregistré, donc vous aurez accès au recording et à l'enregistrement si vous avez besoin de revoir quoi que ce soit. Et vous pouvez toujours, je vous rappelle, poser des questions dans le chat. Donc, je ne vais pas vous mentir, une appliance, c'est une appliance. Que ce soit c'est une appliance software, vous pouvez déployer où vous voulez, donc que ce soit physique, virtuel ou dans le cloud. Et l'idée d'une appliance, c'est que vous déléguez à Vim ou à l'éditeur en général la partie configuration, la partie sécurité, et puis la partie maintenance derrière. Et vous, ça vous permet de déployer très rapidement la fonctionnalité dont vous avez besoin avec cette appliance. Et donc, c'est répétable, c'est prédictif, et ça va très très vite. Ça, c'est le concept générique d'une appliance. L'appliance Vim, spécifiquement, ça reprend du coup tous les avantages d'une appliance. C'est simple à déployer, c'est sécurisé par défaut, et vous pouvez du coup normalement le manager très facilement depuis partout. Donc c'est préconfiguré. Vous déployez et on verra les modes de déploiement qui sont disponibles. Vous déployez soit avec un ISO, soit avec un OVA. Tout est directement pré-packagé, vous avez juste la configuration à faire. C'est configuré, c'est sécurisé zéro trust avec du patching automatique, des accès restreints très très forts. Et on va détailler un peu toute cette partie sécurisation forte. Et forcément, ce qui est très efficient, c'est que vous n'avez pas la partie locking. On n'est pas du tout fondeur de matériel, on n'est pas vendeur de solutions physiques. Vous pouvez déployer ça sur n'importe quel environnement. Donc vous n'avez pas de locking hardware, vous n'êtes pas restreint. On va voir les modes de déploiement, mais c'est ISO ou OVA et vous pouvez le déployer de la façon que vous voulez, le nombre de fois que vous voulez. Donc voilà, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est la Vim Software Appliance, comment ça se déploie, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble et comment ça s'industrialise par la suite. Donc l'agenda, n'ayez pas peur, il est un peu dense, mais on va expliquer pourquoi on a fait une appliance, comment elle est architecturée. C'est du Linux, c'est du Rocky, pas besoin d'avoir de compétences spécifiques là-dedans, on va juste couvrir tout ça histoire d'avoir des slides à disposition. Et ensuite, une fois qu'on a vu le déploiement, on va voir toutes les fonctionnalités de cette appliance. Forcément, il y a une console d'administration, gestion des updates, gestion de la sécurité. On ne va pas toujours rentrer très fort, très loin dans chacun des détails. S'il faut, je passerai en fonction des slides. L'idée, c'est qu'à la terme, vous aurez les slides, vous aurez l'enregistrement. Vous pouvez toujours repartir dessus si jamais vous avez des questions. Questions toujours, n'hésitez pas dans le chat. Je suis là pour vous répondre en live. Si tout le monde est chaud, si tout le monde est prêt, tout le monde a son café, tout le monde a sa bouteille d'eau, voilà. L'idée, c'est que moi, je la connais, la presse. Donc, si jamais, c'est à vous de poser les questions, c'est à vous de dire s'il y a des choses qui sont pas claires. Cette présentation, elle est là pour vous. D'accord? Et bonjour David qui vient de nous rejoindre. Donc, toujours high level, pourquoi on a fait une appliance et comment elle fonctionne. Donc, l'appliance, elle a une base. Ouais, le chat, c'est la rubrique question, David, exactement. La base, donc on a notre propre OS qu'on a appelé Just Enough OS, qui s'appelle JEOS dans son petit nom. C'est un Rocky Linux modifié. Donc on a pris une base Rocky, on l'a modifié avec tous les standards qu'on avait décidé d'appliquer, et on a installé ensuite pas mal de composants pour que vous soyez plug and play. Donc si vous voyez des fois passer JEOS, c'est juste un Rocky modifié, et donc c'est notre appliance Vim. Il n'y a pas besoin de compétences Linux, aucune, vous n'avez rien à faire normalement côté Linux. Et l'idée, c'est que vous avez du coup tout ce qui est maintenance unifiée, donc que ce soit logiciel Vim, donc Vim Backup et application, mais également l'OS et la base de données. Toute cette partie update est gérée par Vim. Donc traditionnellement, on était sur le schéma de gauche.
vais pas vous mentir, c'était du Vim Backup et application déployé sur Windows, et on en est toujours là aujourd'hui. Vous connaissez tous ce déploiement-là. Et donc, vous installiez votre console de management sur Windows pour manager serveur Vim, et vous aviez à charge l'OS et le hardware, bien sûr. Arrivé de la Software Appliance depuis cette version 13, on se retrouve avec un OS Linux, Just Enough OS, le Vim Backup et réplication qui est installé sur cet OS Linux, et une interface web. Toujours un client lourd. L'interface web, on viendra exactement dans le détail, mais forcément qui dit serveur Linux, dit on ne va pas se connecter dessus pour aller installer un client lourd, donc il y a une interface web pour faire beaucoup d'administration. On peut encore déployer le client, et on a toujours besoin du client lourd pour faire pas mal de tâches d'administration. Donc aujourd'hui, vont cohabiter l'interface web et le client lourd. J'y reviendrai dans la section interface web, mais si vous avez vécu la transition vSphere avec le client lourd, donc de VMware, le client lourd vers client web, on va faire la même chose, j'espère plus rapidement, et normalement on va éviter de faire ça avec du Java et compagnie. Voilà, pour la petite histoire, ça va aller assez vite, on devrait cette année, fin d'année, avoir presque tout dans la Web UI. Un peu de spoil. Donc voilà, c'est ça les deux différences. Là, vous allez me dire, Baptiste, bon, bah, c'est bien, mais est-ce que je peux continuer à faire ce que je fais aujourd'hui? Oui, complètement. C'est deux déploiements différents. Depuis la V13, vous pouvez faire deux déploiements différents. C'est toujours Vim Backup et application version 13. Donc vous avez toujours VBR V13. Et aujourd'hui, si vous avez votre V12, vous mettez à jour, vous arrivez en V13 Windows, schéma de gauche, pas de changement. Et donc vous allez me dire, bah, c'est cool, V13 ça m'intéresse, je suis passé déjà en Windows, comment je fais pour passer en Linux? Forcément, ça va être la prochaine question. Mais ça, on va y répondre un peu après comment on peut faire. Donc l'idée à quoi on répond? Les pain points. Forcément, Windows, il y a des pain points, vous les connaissez tous. Probablement machine Windows, soit elle est hors domaine, soit elle est dans le domaine. Il y a un SQL à manager assez souvent. Si c'était des vieux déploiements, peut-être que vous n'êtes pas encore migré sur Postgre. Vous avez tous des déploiements Windows différents. D'accord, chacun peut configurer son OS Windows différemment. Licence Windows également, à prendre en compte. Probablement data center, mais aussi des fois sur des petits déploiements, la licence importe. Quand Vim a besoin de déployer, le support a besoin de débugger des choses, bah vous avez plein d'OS Windows différents avec plein de requirements différents, plein d'OS, plein de versions, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué à troubleshooter. Et quand vous devez faire vos maintenances, bah vous avez l'OS, le SQL ou le Postgre, et ensuite Vim. Voilà, donc l'idée avec la VSA, c'est de se libérer de tout ça. Vous avez un OS qui est géré par Vim, hardené de façon complètement normalisée par Vim, pas de coût de licence. Pour le support, c'est beaucoup plus simple. C'est toujours les mêmes déploiements c'est une seule image, un seul patch. Et quand on fait l'updater service, il patche tout. Donc les deux plateformes sont très similaires. C'est-à-dire que c'est du .NET qui tourne sous Linux. Donc soit Windows ou Linux, c'est du .NET, c'est le même code. C'est juste que il tourne sur des environnements complètement, sur des plateformes différentes. Ça a nécessité une grosse modification du code pour être compatible .NET Core, d'où le fait que voilà, la version 13 a mis du temps à sortir. Est-ce que jusque-là j'ai perdu personne? Tout le monde est en phase avec ce que je viens de dire? Pas de questions spécifiques à ce niveau-là? N'hésitez pas, le chat est là pour ça. Il faut que ce soit interactif. Maintenant, petit côté terminologie. Vous allez voir, on s'est bien amusé à faire plein de nouveaux acronymes. Et de toute façon, tout commence par V toujours, mais ça fait plein de nouveaux acronymes. Donc vous avez la Software Appliance, VSA, Vim Software Appliance, qui vous permet du coup de déployer Vim Backup et Application avec son Just Enough OS, donc vraiment la boîte complète. Cette VSA peut aussi déployer l'Enterprise Manager. Donc vous avez aussi l'Enterprise Manager depuis la version 13 sous Linux. Dans les petites nomenclatures à côté, donc VBR, quand on veut parler que de VBR, souvent c'est VBR Windows. C'est le traditionnel, celui qu'on installe, VBR sous Windows, un peu, presque envie de dire legacy, je suis désolé, mais c'est celui qu'on est capable toujours de déployer sur Windows. Et les petits copains qui sont arrivés avec, ils s'appellent les VIA, les Vim Infrastructure Appliance. Quand vous allez avoir besoin de déployer des proxys, des repositories, des moon servers, tous ces rôles connexes, on est capable de les déployer maintenant avec l'appliance Just Enough OS. Donc, quand on a besoin d'une appliance pour faire tourner VBR, c'est la VSA. Quand on a besoin d'appliance pour faire tourner des rôles annexes, des proxys, des repos, des tape servers, etc., on le fait avec la Vim Infrastructure Appliance. C'est cette Vim Infrastructure Appliance qui permet notamment
de créer un Vim Harden Repository, le fameux VHR. Et donc, VHR n'est pas un produit en soi, hein, c'est juste le rôle que vous assignez quand vous faites une Vim Infrastructure Appliance. OK pour tout le monde? Perdu personne? Allez, je continue. Donc, la Vim Data Platform version 13, vous l'avez en plusieurs éditions. Vous avez en Foundation, Advanced, Premium. D'accord? Et vous avez même Essential. Pour installer la VSA, déjà, il faut être en VUL. Donc, il faut forcément être en Foundation, Advanced, Premium. Si vous êtes en Socket, aujourd'hui, c'est pas disponible. Il faut prévoir une migration de Socket vers VUL, Vim Universal License, pour avoir la Vim Data Platform et avoir toute la partie nouveauté, notamment la Software Appliance. Cette Software Appliance, il y a des fonctionnalités de clustering qui arrivent avec, donc des hautes dispo. Ça va être couvert après. Donc cette haute dispo aujourd'hui est réservée exclusivement à l'édition Premium. Le reste, je vous l'épargne, mais c'est juste qu'aujourd'hui, pour avoir la Vim Software Appliance, je préfère vous le dire tout de suite, c'est pas disponible en socket, c'est en VUL, en rental quand vous êtes avec un service provider, NFR si c'est pour faire des labs, mais pas disponible en socket. Non, il n'y a pas de version community de la Vim Software Appliance. Pourquoi? C'est un choix indépendant de ma volonté, mais l'idée c'est que vu qu'il y a des updates automatiques avec tout un système du coup de patch, etc., on le réserve à des gens qui ont une édition payante de la solution. Si jamais vous avez, dans le scénario de reprise d'activité, vous pouvez démarrer une VSA et faire de la restauration, ça avec une licence trial, community, enfin sans licence, vous pouvez restaurer depuis la VSA pour des raisons de plan de reprise d'activité, mais vous ne pourrez pas sauvegarder 10 workloads avec une community edition. La licence community ne va pas mourir, elle va rester sur Windows. Aujourd'hui, il n'y a aucun cheminement qui dit qu'on ne fera plus de Windows. Donc la version Windows, elle n'est pas amenée à disparaître. Elle est là en version 13, continue à avoir des patchs, continue à avoir des fixes. Donc la version 13 est toujours là. Voilà, pour rappel, la version community, hein, c'est 10 workloads maximum. C'est fait pour normalement plus du test. Il n'y a pas, enfin pas forcément du test, mais il n'y a pas de support associé à la community edition. Donc maintenant on est bien, voilà, la VSA a l'air bien, c'est sympa, ça permet d'industrialiser, de laisser Vim gérer toute la partie patch, maintenance, update, etc. Comment je fais pour migrer dessus? Pour l'instant, la migration n'est pas disponible. Pour l'instant, quand on installe la VSA, c'est ce qu'on appelle du greenfield. C'est un nouveau déploiement. On peut y associer les backups existants, mais on ne va pas pouvoir migrer la configuration. Il va y avoir un outil de migration probablement c'est sûr, il va y avoir un outil de migration entre Windows et Linux. Vous pouvez déjà vous inscrire, donc vous allez sur VSA-conversion et vous pouvez vous inscrire et être contacté en fonction de, vous êtes sur liste d'attente et au fur et à mesure que le process, parce que c'est un process qui pour l'instant est géré par le support, parce qu'il doit valider en amont les workloads, valider en amont le fichier de configuration, donc la base de données, et ça introduit, on va voir beaucoup de modifications de passage en VSA. Qui dit passage en Linux dit dans le désordre changement de matrice de flux. Forcément, hein, c'est plus du RPC, c'est plus du WinRM, on passe sur que des ports Vim et du SSH. Ça veut dire plus de NTLM, forcément. Hein. NTLM, c'est que du Windows only. Donc on peut discuter avec Kerberos, on ne peut pas discuter en NTLM. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte dans cette migration. Puis même nous, hein, donc aujourd'hui, faut s'inscrire. Le chemin de migration n'existe pas encore. Donc retenez bien avant d'être surpris, pas de socket, pas de community et pas de migration. Voilà. On est encore aujourd'hui, vous pouvez le déployer, ça marche très bien, ça sauvegarde très bien, mais votre environnement existant, il n'est pas encore possible de passer sur un environnement, de le migrer tel quel sur du Linux. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette petite partie high level? Maintenant, on va rentrer plutôt dans le deep dive. Hein. L'idée, c'est un webinaire qui est très technique. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. C'est de rentrer très techniquement dans c'est quoi? J'installe une appliance, c'est cool, mais j'aime bien savoir ce que j'installe. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec? Qu'est-ce que j'ai le droit de déployer? Comment je la maintiens? Et donc là, on va parcourir vraiment toutes les features spécifiques de cette appliance. Donc, Just Enough OS, c'est du Rocky Linux. Ok. Donc on a pris un Rocky Linux, on l'a modifié, on l'a appelé Just Enough OS et on a mis tout ce qu'on voulait dedans. C'est-à-dire que c'est du SE Linux, donc c'est toute la partie sécurité, firewall, on enlève le SSH,
il y a la partie MTUI, tout ça c'est, voilà, si vous savez pas faire de Linux, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de le savoir, il faut juste, si jamais vous êtes intéressé, voilà ce qui tourne sous le capot. Vous n'avez pas accès à un compte route par défaut, on peut faire du sudo très très spécifiquement, mais on le verra après comment on peut être route. Il y a un système de compte par défaut, vim-admin et vim security officer, voilà, qui peuvent pas être supprimés. À bien comprendre que du coup, l'OS il n'est pas immuable. L'OS il vit, d'accord. Il faut bien comprendre quand on parle d'immuabilité, les backups sont immuables. L'OS, sa configuration, les modifications sont très sécurisées, mais la Vim Software Appliance, elle n'est pas immuable. C'est les backups qui sont immuables. Qu'est-ce qui tourne sur cette appliance? À peu près la même chose que ce que vous avez sur un Windows, hein, d'accord. Donc si on commence du bas, il n'y a pas de SSH. On a un data mover comme sur Windows. On a les services qui tournent, services d'updater. Pour présenter tous ces services tous ces services en extérieur, on a du coup du Nginx, parce que tout va passer en 443, vous allez voir. On a tout un parti reverse proxy qui permet que la plupart des services tournent en 443, à minima le dashboard, les jobs, les sessions, etc., pour avoir la web UI. Le host manager, ça va être le premier focus, parce qu'on déploie une appliance, comment on fait pour gérer l'appliance si on n'a pas de compétences Linux? On va se connecter au host manager. Une base Postgre, et tout ce qui est Linux, orchestration, scheduler, broker et compagnie. Voilà à peu près tout ce qui tourne. On a repris ce qu'il y avait sur Windows et on l'a mis sur Linux. Pas de miracle. Donc un déploiement assez simple. Vous déployez cette appliance, single appliance. Dessus, vous avez donc Vim Backup et Application. Vous avez le Host Management Console. Vous avez par défaut le rôle proxy qui est déployé comme sur Windows. Et par défaut, vous avez un disque numéro 2 qui, donc quand on déploie l'appliance, on va voir, on a besoin de 2 disques. Le disque numéro 2 qui sera donc un disque de repository comme sur Windows. Alors sur Windows, c'est le C. Pour ceux qui connaissent quand on déploie par défaut, c'est le repo, c'est le C. Là, on est obligé d'avoir un deuxième disque, parce que le premier disque, il est vraiment réservé à tout ce qui va être VBR. Et donc, voilà, vous connectez soit au VBR en clé en loup ou en clé en web, soit à la console HMC, donc HMC, Host Management Console, qui permet de gérer l'appliance, et vous backupez des workloads. Assez simple, c'est bien pour des petits workloads, 20, même plus que 20 honnêtement. Voilà, ça fait du all-in-one. Ça permettra de faire exactement le all-in-one que vous faisiez avec un Vim Backup et Application. Aujourd'hui, et on en parlera encore après, mais le disque numéro 2 qui arrive que vous déployez par défaut, on n'est pas capable de l'étendre sans compétence Linux. Si vous voulez étendre ce disque, c'est pas en interface graphique. Il faut aller faire du LVM, c'est pas supporté. Donc ça va arriver dans la prochaine version. Mais si jamais vous avez besoin de faire un petit site avec une VSA, planifiez votre disque 2 en conséquence. Et après, grosse infrastructure comme vous avez l'habitude avec un VBR. On peut avoir la VSA aujourd'hui en cluster. En édition premium, on peut avoir du coup un actif, un passif. D'accord, donc c'est réplication Postgre. On entrera dans le détail plus tard. Ensuite, tout ce qui va être data plane, c'est tout ce qui est Vim composant. Et donc là, on peut déployer plein d'appliances. Vim Infrastructure Appliance, VIA, donc des proxys, des hardened repos, des moon servers, des one accélérateurs, des tapes. Il y a plein de rôles disponibles sur les infrastructures appliances. Et ensuite, vous avez toute votre couche habituelle de stockage. Vous pouvez déployer du S3 on-premise, du Vault, du Glacier, du VMware. Tout est intercompatible. Comme il n'y a pas de restriction, c'est exactement comme un VBR sur Windows. Donc on peut faire un déploiement distribué très, très complexe. La grosse différence, c'est que la base Postgre ne peut pas sortir de l'appliance. D'accord, vous ne pouvez pas avoir, comme vous le faites souvent sur un VBR Windows, base Postgre Linux à côté. Là, la base Postgre, elle est sur Linux, sur la VSA, on ne peut pas la sortir. Et apparemment, en termes de perf, c'est bien meilleur d'avoir la base de données directement sur le service, sur le serveur, pour des raisons de performance. Est-ce que j'ai perdu personne? Je vois qu'on est toujours plus d'une trentaine connectés. Pas trop de questions dans le chat. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est là et que tout le monde est chaud? Voilà, donc c'est tout clair. Rassurez-moi dans le chat, ça va? Ok, merci. Super, nickel. Ok, merci Raphaël, Olivier, David, cool. Donc, comment on va pouvoir déployer tout ça? Eh bien aujourd'hui, on a deux modèles de déploiement. On a soit un OVA, soit un ISO. Un petit tableau assez simple. Hein. L'OVA, c'est que du vSphere. D'accord, c'est simple. On le déploie avec à base d'un OVA. Ou alors vous avez un ISO. Et là, un ISO, vous pouvez le déployer où vous voulez. Moi, j'ai testé dans mes labs, sur du Hyper-V, sur du Proxmox,
J'ai testé sur du bare metal, aucun problème. Donc c'est un ISO, on boot. C'est du Rocky, hein. Donc en gros, si votre hardware ou votre même software, votre hyperviseur supporte du Rocky, vous bootez sur l'ISO, ça pose aucun problème. Très bonne question. Est-ce que la VSA va être disponible dans le marketplace? Bien sûr qu'elle va être disponible. Je sais qu'il y a des restrictions aujourd'hui dans la marketplace de déployer de la VSA. J'ai pas les tenants et les aboutissants, mais oui, c'est prévu normalement avant la fin de l'année d'avoir la VSA dans la marketplace. C'est un gros trou dans la raquette aujourd'hui, surtout pour les nouveaux déploiements. Et donc oui, c'est pas encore, Steven, c'est pas encore disponible, mais oui, 100% c'est planifié. Et je reposerai la question au product manager en charge de ça. Donc, partons sur le déploiement. On a compris l'architecture. Bon voilà, on a transposé ce qu'on faisait de Windows à Linux. C'est des services, c'est des serveurs. Ok. ISO. Vous bootez sur un ISO. Vous suivez la matrice de déploiement et vous l'installez où vous voulez. OVA, forcément vSphere. En 13.1, je peux déjà vous dire, donc la 13.1 est prévue pour cet été. Je vous donnerai un avant-goût de la 13.1 d'ici à la fin du webinaire. Et en 13.1, il y aura aussi une image pour Hyper-V. Voilà. Forcément, les deux plus gros hyperviseurs en termes de couverture aujourd'hui client, c'est VMware, puis après c'est Hyper-V. Du coup, c'est dans l'ordre. Là, c'est une OVA. En 13.1, il y aura aussi l'image pour Hyper-V. Donc, rien de magique. Je vais passer assez rapidement sur cette partie-là. Je vais rien vous apprendre. Vous bootez sur un CD. Tout le monde est OK là. Je vous troll un peu. Et on arrive sur le grub. Le grub sur Linux, c'est où on choisit sur quoi on va démarrer. Quand on démarre sur la Software Appliance, le grub, il vous dit, vous devez installer VBR ou vous voulez installer un Enterprise Manager. On choisit VBR et là, ça va nous dire Fresh Install. J'écrase tout, disque 1, disque 2. Ou alors juste réinstalle et là, il écrasera que le disque 1. D'où le disque 2 avec vos données, si vous en avez, sur une Appliance All-in-One qui resteront disponibles. Ensuite, très rapidement, je ne vais pas trop m'attarder. Si besoin, il y a plein de blog posts et plein de vidéos à ce sujet-là. Vous installez l'appliance, ça vous dit d'accepter. Vous configurez du réseau, IP, physique, DHCP. Vous pouvez faire des bonds, donc tout ce qui est NTUIN, Network Terminal User Interface, pour faire des bonds entre différentes cartes. Ça fonctionne parfaitement. Vous choisissez vos serveurs de temps, pour en mettre plusieurs. Vous choisissez vos serveurs DNS, rien d'exceptionnel. Et là, on commence à rigoler sur ce qui est moins Linux, mais qui est plus requirement de sécurité. L'appliance est extrêmement hardené. Qui dit hardening dit Disastig. Disastig, grossièrement, c'est l'ANSI américaine avec des restrictions fortes de sécurité. Et donc, il y a des contraintes de sécurité et de MFA fortes. Il faut forcément que vous ayez un password très complexe, 14 caractères et tout, je crois que je l'ai affiché après. Et le MFA, il faut que vous directement vous puissiez onboarder le MFA. Possible d'automatiser, oui, Erwan. J'ai toute une partie automation, juste à la fin j'en parle, parce que j'ai fait un script d'automatisation. C'est du Linux, c'est du Rocky, on peut faire du Kickstart, et on peut donc automatiser la configuration et le déploiement. Donc, quand vous faites votre setup à la main, vous avez besoin de rentrer un code MFA. Alors là, il y en a plein qui me disent oui, mais Baptiste, le MFA, il faut un téléphone. Si on est 10 à se connecter avec un téléphone, on n'a pas le même téléphone, le code MFA. Je pense qu'on est tous un peu. Il y en a plein qui ont été matrixés par Google Authentificator et Microsoft Authentificator. Le MFA, c'est pas que scanner un QR code et avoir un code qui s'affiche sur le téléphone. Il y a plein d'applications. Si vous avez Bitwarden ou autre, Vaultwarden et compagnie, voilà, vous êtes capable de rentrer le code MFA et ça va vous générer le token. Et il y a des appliances Linux, des conteneurs, plein de choses qui permettent de prendre le code, le générer pour un usage entreprise et que tout le monde puisse y accéder. Donc restez pas focalisé sur votre QR code. Une fois que vous avez fait ça, ça va également vous demander un Security Officer. Alors le Security Officer, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé, c'est tout l'intérêt du Zero Trust, c'est qu'il y a plein de choses au niveau de la configuration de l'appliance qui vont nécessiter l'approval du Security Officer. Security Officer, un autre compte, un autre mot de passe et un autre code MFA. Donc normalement, ça vous évite une compromission déjà du vim admin. Et si vous avez
une organisation avec un RSSI ou quoi, ça peut faire partie d'un compte qui est disponible vraiment. Ok, on n'a rien vu. Du coup, ça peut faire partie d'une autre personne de l'organisation. Donc, si jamais vous décidez de ne pas l'activer, vous ne pourrez pas le réactiver par la suite. D'accord? Si on le désactive, c'est définitif. L'appliance ne marche plus en Security Officer. L'inverse est vrai, si vous activez le Security Officer et que ça va vous demander login password, ça va vous donner un token de reset. Donc c'est un moyen un brise-glace si jamais vous perdez le mot de passe ou le MFA du Security Officer. Si vous perdez ce token, on peut rien faire pour vous. Voilà, il faut peser la sécurité, il faut peser en face les problèmes que ça peut engendrer si jamais vous perdez tout ça. Mais donc tous les accès de changement de mot de passe, de route, de configuration, de dispo, de plein d'autres choses qu'on va voir derrière sont soumis à l'approbation du Security Officer. Une fois que vous avez fait tout ça, c'est parti. L'appliance s'est installée. Vous avez donc, sur l'interface en console l'IP, l'URL si jamais vous avez un nom, vous avez mis un hostname, le certificat si vous voulez le valider, et donc vous pouvez vous connecter en Web UI et en client lourd. Est-ce qu'il y a une politique de séquestre? Je suis désolé Laurent, je ne suis pas familier avec une politique de séquestre. Ou de ce que ça implique. Si tu peux me le détailler, j'essaierai d'y répondre. Donc, pour déployer cette appliance, les requirements, 8 corps, 16 Go de RAM. Forcément, c'est VBR. Oui, une clé de secours, oui, complètement. CK, c'est une clé de secours. C'est la fameuse clé quand vous créez le Security Officer, login, password, et ça vous donne une clé. Ça vous donne un token, une clé de secours. Si vous perdez le mot de passe ou le MFA, avec cette clé de secours, vous pouvez remettre à zéro le compte Security Officer. Et le compte Security Officer, lui, a le droit de remettre à zéro des comptes d'administrateurs. Donc oui, il y a une clé que vous pouvez mettre au coffre. Donc les requirements de cette appliance, c'est 8 cœurs, 16 Go de RAM et 2 disques de 240. On recommande 240 Go sur les 2 disques. Ça peut sembler gros, mais bon, faut imaginer que déjà il y a tous les process Linux d'encryption et il y a la base de données qui tourne sur le serveur. Forcément, c'est des requirements, on va dire, c'est des recommandés. Si vous pouvez, moi j'ai déjà fait tourner avec 8 cœurs et 8 Go de RAM, enfin 4 cœurs et 8 Go de RAM. C'est-à-dire pour faire du lab avec un workload, ça pose pas de problème. Mais bon, attendez-vous au bout d'un moment à avoir des problématiques puisque ça fait tout tourner dessus. Donc après, voilà, on vous recommande, si vous voulez forcément des gros déploiements avec des centaines de workloads, il va falloir gonfler fortement l'appliance. Je pense qu'aujourd'hui, les presets ils sont un peu gonflés, 16 cœurs, 64 Go de RAM pour pour des milliers de machines, ça me semble pas déconnant. Tac, pas d'autres questions. Pareil, vous pourrez regarder dans la doc la partie VIA, donc Vim Infrastructure Appliance, pour faire des proxys ou des repositories. Voilà, c'est pareil, c'est minimum 2 cœurs, 8 Go de RAM, 2 disques, 228 Go. Ils ont dans la 13.1, on va le voir, mais en gros l'appliance, il y aura plus dans les infrastructures appliance, il n'y aura plus besoin que d'un seul disque, parce que ça sert à rien d'avoir 2 disques pour faire un proxy, on peut pas se mentir. Mais derrière, voilà, on reste un peu sur tout ce qui était déjà de base dans le SASIC d'un Vim Backup et Réplication, avec sa base de données intégrée. Donc, petit récap de choses qu'il ne faut pas oublier. Attention, si vous faites une appliance all-in-one, 13.01 du moins, une appliance all-in-one, attention, vous ne pouvez pas étendre le disque numéro 2. Donc soit vous n'utilisez pas le disque sur numéro 2, vous faites un SOBR avec des repositories dédiés. Si vous faites un all-in-one, attention de pas oublier que vous ne pourrez pas, pour l'instant, étendre le disque numéro 2. Forcément, le nom de domaine, etc. Choisissez un truc qui rentre si jamais vous rentrez dans le domaine ou non, ou vous avez besoin de discuter avec Kerberos, attention au nom NetBIOS. Si jamais vous n'avez pas de Security Officer, vous ne pourrez pas le réactiver derrière, donc pas de ForEyes pour les modifications. Si jamais, pour l'instant, dans la 13.01, vous pouvez rien installer sur la machine, donc pas de DR, pas d'agent de management, etc. Je vous rassure, cet été 13.1, pardon, on aura du Node Exporter et du syslog. Voilà, pas d'inquiétude. Vous avez besoin de VUL, Rental ou NFR, pas de socket ou
ou pas de community. Bien garder le recovery token, le MFA, etc. à mettre en place. Et bon, la partie réseau, c'est pas un problème. Est-ce que tout ça c'est clair avant que j'enchaîne sur vraiment, on est content, on a bien compris c'est quoi une appliance, on a bien compris c'est quoi une VSA, on sait à peu près comment la déployer. Maintenant, je l'ai déployé. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire, comment je l'administre. Impec, super. Top. Bon, si je suis clair, c'est super. Voilà, n'hésitez pas, vous avez vu, interactif, on essaye de faire, de rendre ça plus marrant pour tout le monde. Très clair, cool. Allez, le host management, HMC. Ça bien, on a déployé appliance, j'ai aucune compétence Linux. Comment je fais derrière pour mettre ça, pour maintenir tout ça? Ouais, Linux, j'allais faire un CD, j'ai appris à faire un nano à l'école. Après, je sais pas quoi faire. Pas un souci. Une fois qu'on l'a déployé, on a accès à cette host management console HMC. Comme vous pouvez voir, login, password, MFA, donc vimadmin, login, MFA. On se connecte avec le compte local admin et on a accès, overview, network, time. On a accès à pas mal de choses. Les rôles, quand on se connecte, par défaut, on est host administrateur. On est donc vimadmin, le fameux compte par défaut vimadmin. Ça permet d'avoir toutes les. Il ne peut pas être supprimé, il permet de tout faire. Si vous avez activé Security Officer, c'est lui qui va approuver pas mal de changements. D'accord? Lui, il ne peut rien faire d'autre, le Security Officer, que d'approuver des changements. Il ne peut pas en faire. Ok? Vous pouvez créer des users. Les users, ils sont utiles uniquement pour créer des comptes locaux qui marcheront sur VBR. Et vous pouvez aussi créer des service accounts. Service account, c'est des comptes qui n'ont pas d'accès en Web UI, qui n'ont pas de password, qui n'ont pas obligé de faire des rotations de password, et qui permet du coup de faire des comptes de service, comme son nom l'indique. Et donc la policy, pour tous les comptes, que ce soit host manager, security officer ou user, c'est 14 caractères, c'est très dense, hein, c'est des trucs didastig, upper, lower, numérique, pas plus de 3 classes à la suite. Si jamais vous faites 3 erreurs de logging, vous faites locker pendant 15 minutes. S'il n'y a pas de security officer, au bout de 15 minutes, vous êtes déloqué. Et si vous avez un security officer, il n'y a que lui qui peut vous déloquer. Ok? Et pas de MFA. Par rapport à quoi, Raphaël? S'il y a du MFA sur le host, surtout le host manager, security officer, il y a. Ah, et pas de MFA, oui. Sur le service account, forcément. Pas de interactif, pas de password et pas de MFA. C'est un service account. Bien sûr. Il y a quelques. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est valable pour aujourd'hui. Je suis obligé de vous parler aujourd'hui de la 13.01, ce qui est live aujourd'hui. 13.1 apporte un peu plus de souplesse, on va dire, parce que là, c'était très rigide, très didastig. Trop de rigidité des fois, trop de sécurité tue la sécurité. Donc voilà, je sais qu'en 13.1, on a un peu plus de souplesse, mais tout ce que je vous dis est valable pour aujourd'hui. Donc par défaut aussi, le SSH est désactivé, d'accord? Forcément, hein, c'est par défaut, c'est désactivé. Vous pouvez donc aller sur cette HMC, activer le Remote Access. Si jamais vous avez un Security Officer, c'est lui qui doit l'activer. Et là, vous allez vous connecter du coup en SSH avec votre compte vimadmin. Le compte vimadmin n'est pas root. Okay, c'est la même chose si vous faites une infrastructure appliance. Okay, je vous conseille de ne pas l'activer, il n'y a aucune raison de le faire. Ça peut arriver pour du troubleshooting que vous puissiez le faire. Et on peut demander un accès root, mais l'accès root ne se fait pas en SSH quoi qu'il arrive. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec cette magnifique HMC? Vous avez vu tout le panel de gauche. Hein. Vous pouvez régler tout ce que vous avez fait un peu dans le déploiement, hein, network, time, user, d'accord. Reset des passwords avec le SO, manage le MFA, acheter des comptes, activer toute la partie data collection. Je crois que j'en parle un peu après, mais je préfère le dire tout de suite. Quand vous allez devoir déployer un agent vim1 de collection de données ou un agent de service provider console, forcément, la PN, ça va vous dire non, vous n'avez rien le droit d'installer, détendez-vous. Et donc il faut aller dans cette HMC, dire en tant qu'admin que je veux accepter, j'approuve l'installation d'un agent de data collection. Si vous avez un security officer, il doit le valider lui-même pour dire oui, j'accepte, que l'admin, il accepte de mettre un agent vim1. Et après, vous pourrez déployer un agent de monitoring type vim1. On peut gérer aussi toute la partie update et on peut faire toute la partie maintenance, reboot, export des logs, clé de registre, donc éditer des fichiers ET chez host, des fichiers de registre Vim, hein,
parce que forcément, il n'y a plus de regedit. Et comme on a l'adage de dire chez Vim, il y a une clé de registre pour ça, voilà, c'est la même chose sur Linux, et gérer toute la partie restauration de config. Donc tout se fait au niveau de la HMC, et vous n'avez aucune compétence Linux nécessaire, et si vous avez un Security Officer, il y a plein de choses qui doivent se faire du coup au travers, enfin qui doivent être validées par le Security Officer. 3 grands piliers à bien garder en tête. C'est un peu long, je suis désolé le slide. Première chose, c'est que vous pouvez configurer un infrastructure lockdown, parce que tout le reste qu'on a vu avant, c'est assez générique de configuration d'une appliance. L'infrastructure lockdown, c'est vraiment, j'appuie sur ce bouton-là, c'est validé par le SO, et je n'ai plus le droit de modifier des choses sur mon infrastructure au niveau VBR. Je n'ai plus le droit, du coup, je bloque ma VSA telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne peux plus rajouter de repo, je ne peux plus rajouter de proxy, je ne peux plus faire de modifications d'architecture. Et donc ça permet en fait d'éviter que si jamais il y a un compte, quelque chose, que vous donnez l'accès à un VBR à quelqu'un, à la console VBR, elle ne peut plus racheter de proxy, de repo, ne peut plus faire de modifications d'infrastructure. Voilà, on fait un lockdown. On peut toujours faire du backup, du restore, les opérations traditionnelles, mais on ne peut plus faire de modification d'architecture. Ça s'appelle le lockdown. Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. J'en parlais de la fameuse Remote Collection. Si vous avez besoin d'installer un outil de télémétrie Vim1 ou Service Provider, ou installer par exemple un cluster achat entre deux VSA, ça se fait, pareil, il faut accepter, il faut le faire dans la partie HMC. Et ensuite, tous vos tâches dans la SMC, c'est reboot, c'est export, vous pouvez faire, c'est là où vous allez générer des cases. Si jamais votre VBR il crash, il y a un problème, etc., et vous voulez pas le faire depuis, et que c'est vraiment l'OS qui pose problème et pas un job Vim, là, vous pouvez aller dans la HMC et créer un bundle de logs. Et ça va vous prendre les logs du VBR plus les logs de l'appliance. Et vous pouvez les télécharger à cet endroit-là. Et c'est aussi là que vous pouvez faire la partie restauration de configuration. Beaucoup de choses sont soumises, du coup, à un Security Officer si vous en avez un. Donc c'est un très bon garde-fou, le Security Officer. Mais si vous êtes là pour jouer avec une appliance en lab, c'est très restrictif. Bien sûr, si vous n'avez plus accès à la HMC, donc là on est en galère maximum, l'interface web où je suis en data center, j'ai pas je me connecte en console sur le serveur, je n'ai pas accès à mon interface web, je peux quand même aller en TUI, donc en Terminal User Interface. Quand vous êtes connecté en console sur cette appliance, la fameuse vue que vous avez vue tout à l'heure, vous allez vous connecter avec votre login, votre password, votre MFA, toujours, hein, Vimadmin, et vous allez avoir beaucoup de choses que dans la HMC. À minima, plein de scénarios qu'on appelle des scénarios de brise-glace, changer la partie réseau, reset du MFA, le password, gérer toute la partie, vous pouvez booter sur un live OS, activer ou désactiver le remote access SSH, la web UI, reboot, voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles du coup en terminal UI. C'est clair pour toute la partie HMC, pas besoin de compétences Linux, on se connecte et on fait tout ça. Je sais que c'est dense, on a fait la moitié. J'espère que vous apprenez des choses. Je sais que c'est dense, mais c'est l'idée on va dire, d'utiliser au mieux cette heure d'Enterprise Technical Club. Le but, c'est vraiment de pouvoir parcourir tout ce que vous mettriez du temps à faire dans de la doc et dans du lab, de voir tout direct dans une heure et demie intense. Alors, l'updater, c'est quand même aussi ce qui fait vraiment la grosse différence avec une appliance Windows. Ça nous empêche pas de lab. Oui, Raphaël, c'est sûr que derrière, j'espère que ça va même vous donner envie de faire du lab derrière. L'updater, c'est quand même ce qui fait une VSA. Donc vous allez avoir, du coup, dans la HMC, une partie qui s'appelle Update. Et donc là, vous allez voir les update systems qui vont apparaître. Comment ça fonctionne les update systems? Vous allez avoir vous allez avoir besoin de votre VSA doit discuter du coup avec le 443 sur repository.vim.com. Donc c'est notre dépôt Linux de mise à jour, VBR et Linux et Postgre, qualifié en amont par Vim. C'est gros intérêt d'une appliance. Toutes les 12 heures, ça check. Vous avez dans la HMC du coup la visibilité sur les updates. Ça n'installe que des updates signés et ça va vous dire si jamais il y a un reboot qui est nécessaire. Vous connaissez Linux, l'avantage normalement c'est que l'OS il a besoin d'être rebooté. Ça peut arriver que les services Vim, eux, aient besoin d'être rebootés. Donc depuis qu'on a lancé la 13, il y a eu 13.0, 13.0.1, et puis après des patchs mineurs sur l'appliance. Et c'est transparent pour vous puisque l'avantage pour l'appliance c'est des patchs mineurs, c'est que vous appuyez sur un bouton, vous touchez à rien, ça s'update et ça a déjà été qualifié en amont.
Très intéressant, j'ai déjà installé cette version et ça éclaire quelques points qui étaient obscurs. Bah, cool Olivier, merci pour le feedback. Si on a des jobs qui tournent en même temps, ça va terminer les jobs. Forcément, si vous mettez à jour votre appliance, c'est que c'est des patchs, pas OS, mais des patchs VBR. Et donc, je préfère vous montrer ici, dans la parlée, au moment où vous faites, donc en bas à gauche, vous avez vu, il y a les types d'updates qui sont disponibles. Il y a les product updates, Vim Backup, et il y a aussi les updates OS. Et en fonction du type d'update que vous allez avoir, ça va faire ou non une fenêtre de maintenance nécessaire. Non, je pense pas que ça attendra quoi qu'il arrive. Je pense que c'est si tu forces l'update en faisant install now, ça va pas attendre. Maintenant, quand elles sont schedulées, il faut que je fouille. Je peux aller jusqu'au schedule, voir s'il attendait les type jobs. Je pense qu'il y a une logique intégrée, mais c'est une très bonne remarque, il faut que je regarde. Donc vous allez avoir affiché la partie du coup mise à jour, OS, appliance, hein. Et forcément vous allez me dire, Baptiste, mon appliance se connecte pas à Internet, t'es gentil. Bon, normal, elle est dans le noir. Si elle est dans le noir, première chose, vous pouvez mettre un HTTP proxy. D'accord, donc vous avez accès à un proxy web et vous allez pouvoir dire, ok, bah, je veux mon proxy web, c'est lui qui va aller, ma VSA, elle doit passer par ce proxy web pour aller chercher les mises à jour. C'est directement au niveau de la configuration, donc dans la partie settings que vous voyez là, des updates. Deuxième possibilité, j'ai pas de proxy. Dans ce cas-là, vous pouvez installer un miroir. Un miroir au sens Linux hein, du terme, un repository miroir. C'est là où on commence à s'amuser. Pas un repository Vim, un repository Linux. Et donc en fait, vous pouvez cloner. Il y a plein de façons de le faire. C'est traditionnel Linux. Il y a même des scripts communautaires qui existent. Vous pouvez cloner directement du coup l'appliance. Ah là là, vous pouvez cloner directement du coup le repository et pointer vers ce miroir. Donc en gros, vous avez un relais local dans votre infrastructure qui lui se charge d'aller récupérer les mises à jour de l'appliance officielle et qui va ensuite les mettre à disposition de VSA, VIA et autres infrastructures locales. On va voir comment ça se passe sur le HA. Quand il y a deux nœuds, est-ce que ça fait l'over, comment ça se passe et tout. Toute la partie mise à jour. Si je peux répondre rapidement de tête, sur un achat, il va mettre à jour que la première et pas la deuxième. Et il va attendre d'avoir mis à jour la première pour ensuite mettre à jour la deuxième. Et il n'y a pas encore dans le achat dans la forme d'aujourd'hui, c'est du achat actif-passif. Du coup, il n'y a pas de non-disruptive update. C'est-à-dire qu'une update, un achat ne va pas encore permettre, c'est prévu, hein, le achat ne va pas encore permettre du coup de basculer d'un à l'autre sans coupure. Aujourd'hui, le achat, avant ça, le achat, c'est du asynchrone. Donc ça nécessite, quand il y a une bascule, d'avoir une resynchro de la base, Postgre, et du coup, c'est disruptif, ça coupe les services. Donc vous n'allez pas pouvoir, pour l'instant, utiliser le achat pour faire du non-disruptive update. Bien sûr, c'est prévu, ça va prendre un peu de temps, voilà, chaque chose en son temps. Et donc non, aujourd'hui, le achat n'est pas encore, ne permet pas de faire du non-disruptive update, mais vous inquiétez pas, voilà, je croise les doigts et ce sera, je pense, une très très belle nouveauté quand ça arrivera. Y a-t-il un intérêt d'avoir une feature achat quand on fait déjà du achat VMware? Non, non. Voilà. Mais après, il y a plein de clients qui se sortent de VMware. Quand tu as un cluster haute dispo VMware, c'est pas forcément critique. Ça dépend de ton achat. Et non, honnêtement, on peut y réfléchir, mais c'est pas critique. Donc une fois que vous avez mis à jour votre Vimulator, voilà, bah, vous voyez l'historique, vous voyez ce qui est installé, combien de temps c'est après, et là vous voyez restart core service, restart system service. Quoi qu'il arrive, c'est des fenêtres de maintenance à prévoir. Ok? Et ça va vous dire ce qui a été installé, vous avez toute la liste, etc. etc. Gros intérêt du coup aussi d'avoir les mises à jour qui sont gérées par la VSA, c'est que la VSA gère aussi les mises à jour du coup des VIA. Si vous avez des Vim Infrastructure Appliance déployés, proxy, repository, tout ce qui est Vim Infrastructure Appliance, quand vous les voyez dans la partie Manage Server de votre interface, vous allez voir tous les serveurs, vous allez voir s'ils sont à jour, vous pouvez avoir check les mises à jour, et du coup vous allez pouvoir tout votre parc au niveau OS
et au niveau composants vont être mis à jour en même temps. Ça permet voilà, d'avoir une bonne visibilité globale sur l'infrastructure. Est-ce que c'est clair sur cette partie update pour l'instant? Et ensuite, on va voir à peu près les profils de sécurité qui ont été appliqués sur cette appliance. On a besoin d'être connecté à Internet d'une façon ou d'une autre. Soit on a un HTTP proxy, soit on a un dépôt local. Est-ce que non, la VSA ne fait pas, la VSA pousse les politiques de mise à jour, mais la VSA ne pousse pas les mises à jour. Il faut forcément du coup revenir sur cette partie-là, software repository, avoir un miroir de repo disponible pour la VSA et pour les VIA. Pour tout de suite, en 13.1, on permet à l'Enterprise Manager de devenir un miroir repository. Voilà. Si jamais vous ne voulez pas configurer vous-même un miroir repository Linux dans votre infra, l'Enterprise Manager peut en devenir un. Ça vous donne le moyen en 13.1 de ne pas avoir besoin vraiment de zéro compétence. Mais les VIA doivent accéder soit en HTTP, soit directement Internet, enfin soit par un proxy, à cette appliance, à ce repository, à ce dépôt. Profil de sécurité hardening. Donc, qu'est-ce que c'est Disastig? C'est tout doit être fait par des certificats, pas des SSH, tout ce qui va être SE Linux, donc c'est le minimum de syndical pour faire fonctionner Linux, tout ce qu'il faut pour pas être en route, et de préférence un modèle Security Officer. J'avance, on a déjà vu à peu près tout ça. Profil Disastig, vous pouvez regarder sur internet, c'est tout à fait documenté. SE Linux, Firewall, service minimum, bref. Otid D, c'est donc là c'est traité très Linux, hein. C'est pour vraiment auditer tous les fichiers, tout ce qui s'est passé, vérifier l'intégrité des fichiers. On prend que des fichiers qui sont signés par les clés Vim en GPG ou les clés même des repos officiels Red Hat. Le sudo est forcément bloqué. Et tout ce qu'il faut, c'est si vous devez sécuriser votre IPMI ou BMC, enfin tout ce qui va être pris en main Hydra Kilo, forcément, faut le sécuriser comme vous le feriez sur une appliance Hardened Repository. Ok. Rien d'exceptionnel là-dessus. Ce qui était très intéressant côté sécurité, c'est qu'on n'a plus toute cette problématique de RPC. Donc c'est pour ça que je vous disais, on a en préambule la migration VSA d'une VSA d'un Windows vers un Linux. Ça fait quand même beaucoup de changements. Déjà au niveau port, d'accord. On a un module et c'est pareil sur la V13 Linux. On n'a plus besoin de faire tous les ports que vous voyez à gauche qui ont été enlevés. RPC notamment, plein de ports, parce qu'il y a beaucoup de services, catalogue service, backup service, updater, identity, qui sont cachés du coup derrière un reverse proxy. C'est du Nginx sur Linux, c'est du YARP sur Windows, et donc maintenant votre backup console, elle a fait que du 443 directement sur votre backup serveur. Donc déjà côté sécurité, c'est quand même vachement intéressant. Password, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, 15 caractères minimum, maximum 3 à la suite, bla bla bla, auto-unlock, j'ai déjà couvert. En 13.01, le MFA est obligatoire, d'accord? Soit une app, soit un logiciel de MFA, donc ça c'est la partie sécurité. Je l'ai déjà couvert tout à l'heure. Le TOTP, c'est plein de façons de le faire, que ce soit donc sur la HMC ou que ce soit sur le serveur, vraiment le service VBR. Security Officer, à ne pas confondre avec le Forex de VBR. Vous avez le Security Officer role sur la HMC, donc sur l'interface de monitoring. Si vous avez activé le SSH, collection de Vim1, configuration, etc. Ça, c'est sur la HMC, le Security Officer. Security Officer, il ne sert à rien sur le Forex de VBR. Le Forex de VBR, c'est applicatif. C'est Vim Backup et application. Et donc, c'est pour delete des choses, changer des repos, etc., etc. Tout ça, ça, c'est vraiment uniquement sur la partie VBR. C'est le Forex et c'est deux administrateurs. Rien à voir avec le Security Officer de la HMC. Voilà, c'est juste pour pas confondre entre les deux. Quoi qu'il arrive. Donc le Security Officer sur la HMC, ça fait partie des éléments de sécurité de la VSA. De façon générique, vous avez l'OS 256 sur le job, storage. Bon, vous avez l'accès avec donc vous pouvez tout ce qui est gestion de clés asymétriques, gestion de clés avec les KMS et les KMIP. Donc il y en a plein qui sont référencés et fonctionnels. Tout ce qui va être Thales, Fortanex, je crois qu'il y a AWS, il y en a plein, mais c'est vraiment les protocoles standards KMIP. Vous avez toute la partie syslog, gestion d'event,
et vous pouvez mettre la VSA, je crois que c'est en version 13.1, donc VBR et FIPS compliance. FIPS c'est une norme encore plus renforcée en termes de sécurité, chiffrement, certificat entre les composants. Et la VSA en 13.1, vous pouvez activer le FIPS, notamment plus de NTLM, Kerberos obligatoire, etc. Mais voilà. Et donc au niveau des regulations, des compliance, c'est DORA, NIST, ISO 27001. Voilà, ça rentre en conformité avec toute cette partie-là. Également, VBR spécifique, quand vous faites maintenant le Security and Compliance Analyzer et que vous êtes sur une VSA, eh ben ça va pas vous parler de WinRM forcément et de RPC. Hein. Vous êtes sur une VSA, vous avez maintenant des checks à passer spécifiques Linux. Et forcément, ils passent, sauf si vous avez trafiqué votre appliance. Et dans ce cas-là, ça va vous prévenir si vous avez des choses qui ont été modifiées sur votre appliance qui ne devraient pas l'être. Notamment si vous avez route activée ou des choses comme ça. On continue avec la partie Linux infrastructure, VIA. Donc la VSA, c'est bien. Généralement, si on a envie d'avoir une appliance, on a envie d'avoir un maximum de trucs, repository, proxy, qui sont infrastructure appliance également. Donc 100% maintenant des composants, depuis la V13 et VSA, sont disponibles sur Linux. Donc on a plein de nouveaux rôles depuis la version 13, le Moon Server sur Linux, les Guest Interaction Proxy, log shipping pour les bases de données, les gateways, si vous faites du Store Once, si vous faites du Data Domain, si vous faites du One Accelerator, tout maintenant est disponible sur Linux. Donc vous n'avez pas de raison de garder du Windows si vous n'avez pas besoin de Windows dans votre infrastructure. Je crois qu'il y a un corner case aujourd'hui, c'est si vous faites encore du NTLM, donc des machines en workstation avec du NTLM, et que vous n'êtes pas en Kerberos, et que vous voulez faire des agents ou des applications, vous avez besoin d'un Guest Interaction Proxy sur Windows. Et si vous voulez vous passer de ça, on a un autre truc qui s'appelle un Deployment Kit, qui permet justement de couvrir avec un système de certificat entre l'appliance et votre machine, sans avoir besoin de login, password, NTLM ou Kerberos. Voilà, tout ça, vous avez le Deployment Kit qui permet de répondre et de ne plus avoir besoin d'NTLM. Je ferai probablement, j'ai prévu moi de faire un deep dive plus tard, un deck sur la mort du NTLM, parce que Microsoft avec 2004-2025 arrête le NTLM, déprécie, va l'arrêter, Kerberos only, et dans ce cas-là, comment on fait? Bref. Donc, vous avez la VSA avec VBR et VEM, Enterprise Manager, et les VIA, Proxy, Repository et n'importe quel autre rôle qui sont disponibles par la suite. Vous avez aussi du coup le Harden Repository. Pour ceux qui sont pas nés de la dernière pluie, ils sont là depuis longtemps. On avait le VHR, un espèce d'ISO, Vim Harden Repository. C'était un Rocky Linux modifié qui a donné en fait naissance après à cette infrastructure appliance. Donc vous déployez la VIA, c'est obligatoirement les infrastructures appliance, c'est certificate based. D'accord, vous n'allez pas vous loguer en SSH. Donc si vous êtes dans VSA, vous dites je vais rajouter un repository, c'est certificate based. Ça regarde le thumbprint, il y a un pin de validation, c'est vachement intuitif. Forcément, Linux, XFS, immuable, etc. Si jamais vous avez besoin de vous reconnecter parce que vous avez cassé votre VSA, vous allez sur la VIA, vous dites voilà, je veux reset mon code de connexion, ça régénère un pin, vous redéclarez depuis la VSA le Harden Repository, vous sélectionnez le pin, ça valide le certificat, terminado. Si jamais vous aviez utilisé du coup le Harden Repository en version managée, l'ISO à l'ancienne on va dire, et je crois qu'il y a un chemin de migration vers l'infrastructure appliance qui existe. Et sinon, aujourd'hui, vous pouvez déployer du coup des Harden Repository avec ce VIA. Ce que j'ai pas du tout dit, c'est que vous pouvez parfaitement utiliser les infrastructures appliance, proxy, repository ou autres composants, tout en gardant votre V13 Windows. Donc si vous avez votre V13 Windows aujourd'hui, et que forcément vous ne pouvez pas migrer sur la VSA, comme on l'a couvert tout à l'heure, vous pouvez parfaitement commencer à vous faire la main avec un proxy Linux en VIA, avec un repository Linux en VIA, avec une S3 Gateway en VIA. Ça vous permet de vous prendre la main sur les infrastructures appliance, de bénéficier des updates automatiques sans avoir besoin de toucher à votre VBA Windows qui marche très bien. On peut joindre une VIA à un domaine. Oui, on peut joindre une VIA à un domaine. Et est-ce qu'on peut joindre une VIA à un domaine pour faire un guest interaction sans que la VSA soit dans le domaine? Si on veut faire du guest interaction proxy Windows NTLM, c'est forcément Windows.
Donc c'est un guest interaction proxy Windows. On peut faire un guest interaction proxy Linux. Et là, c'est Kerberos only. Donc ça, en fait, cette guest interaction proxy Linux, c'est Kerberos only. Et ça permet d'avoir du coup, et cette machine n'a même pas besoin d'être dans le domaine. Hein. Faut juste que du coup, pardon, mon casque s'éteint de temps en temps. Du coup, vous n'avez pas besoin de relais. Ça vous évite que la VSA puisse discuter avec l'Active Directory, parce que la VSA, pour s'authentifier en Kerberos, n'a pas besoin d'être dans le domaine, mais elle peut communiquer directement, elle a besoin de communiquer directement avec l'Active Directory pour récupérer le token Kerberos. Vous pouvez déployer Infrastructure Appliance avec le rôle Guest Interaction Proxy, qui elle va avoir accès du coup à cette Active Directory pour récupérer le token Kerberos. Pas besoin d'être dans le domaine pour faire tout ça. Voilà, c'est un sujet très dense. Il y a plein de subtilités, ce qu'on peut faire aussi. C'est pour ça que je vous dis que le passage en V13 n'est pas anodin. Et Raphaël, on a déjà eu cette discussion où je réponds à Raphaël pendant que en live encore, c'était des questions de Raphaël. On continue avec du coup la partie haute disponibilité. Est-ce que c'est OK pour l'infrastructure appliance? Est-ce que c'est OK pour ce qu'on peut faire avec, comment ça marche, l'interaction, etc. N'hésitez pas, vous avez vu, j'essaie de répondre du mieux que je peux. Super, toujours là. Est-ce que je peux monter une target iSCSI sur un VIA? Oui, en 13.1 qui arrive en juillet. Donc je vais vous spoil juste après, restez encore. De toute façon, il nous reste une demi-heure. Je vais accélérer un peu pour être dans le temps. OK, parce que j'ai déjà parlé de trucs un peu en avance. Donc maintenant, non, mais l'infrastructure appliance aura un mount iSCSI en 13.1 cet été. C'est prévu pour juillet normalement. J'avance un peu parce que j'ai encore quelques slides à couvrir et il nous reste une vingtaine de minutes. Haute dispo, je vous en ai déjà couvert, spoil un peu, 2 nœuds, actif-passif, disponible que sur la VSA parce que c'est un cluster Patroni de Postgre. Ça permet de faire quoi? Il y a quand même des mises à jour automatiques entre les deux, primaire plus secondaire, manuel failover ou automatic failover. Et pour faire un automatic failover, on a besoin d'un quorum. C'est normal, c'est un cluster. Du coup, vous avez Vim1 qui permet de dire ah, ok, je détecte que lui il répond pas, je failover sur l'autre avec tout ce qui est parti rémédiation automatique. Voilà, donc après, syslog, SNMP, script, pour prévenir qu'il y a eu un failover entre les deux. Failover, qu'il soit automatique ou non, nécessite une resynchro de base. D'accord? Comment ça marche? 2 nœuds actifs passifs, des réplications de wall, de log Postgre. Qui dit cluster dit 2 IP séparés et une IP de cluster, qui veut dire aussi que vous devez avoir une résolution DNS entre les composants de la VSA. Pour l'instant, c'est uniquement sur une layer 2. Ça va permettre de passer en NAT sur une layer 3 à partir de la 13.1. Et il faut être en premium pour pouvoir faire tout ça. Pas de souci, Louis, merci. Avec plaisir, ce sera enregistré si tu veux voir la suite. Donc perte internet plus perte d'un cluster. Non, perte d'internet. Non, il y a forcément un failover qui se fait avec Vim1 qui va faire du coup la bascule de l'un vers l'autre. Donc on n'a pas. Aujourd'hui c'est sur un niveau 2, donc c'est plus si on a 2 data centers reliés sur un niveau 2, niveau 3 bientôt, quoi qu'il arrive, voilà, on a 2 data centers, on a un quorum avec Vim1 qui est généralement sur le site passif ou qui peut être sur un 3e site et qui va être là pour faire l'arbitrage. Perte d'un nœud d'un cluster plus perte de lien internet. Bah non, il n'y a pas de raison que le 2e nœud va prendre le relais. Hein. Et donc le failover automatique, dès que le primary n'est pas disponible, il promote le secondaire, d'accord? La VIP pointe vers le secondaire. Tout ça, ça va être fait automatiquement. Il resynchronise les logs et il se remet disponible direct. Si jamais vous vous connectez, vous n'allez pas voir la différence parce qu'en fait vous connectez votre VBR, que ce soit la console ou le client lourd, il se connecte à la VIP quand on a un cluster. Et on se retrouve du coup avec une bannière qui dit attention, vous êtes en dégradé, il n'y a que le 2e nœud qui est là, le premier est tombé quoi. Oui, si on a, il faut que alors si on perd le Vim1 et qu'on perd un nœud et le Vim1 et qu'il n'y a que le 2e nœud qui est là, je t'avouerai que j'ai pas
je sais pas, pousser plus loin que ça, Erwan, comment il réagit s'il y a que le nœud numéro 2? Est-ce qu'il est capable de dire, bah, je perds le truc? En tout cas, Vimoine, il prend un certain temps, et normalement, c'est lui qui fait le quorum, quoi. Oui, oui, s'il y a que le numéro 2, je sais pas, c'est peut-être qu'il se promote pas tout seul. Et dans ce cas-là, oui, si ton quorum il est pas, si ton quorum est mort et que ton nœud numéro 1 est mort, à voir. Il faudrait qu'on pousse un peu. Oui, bah c'est le quorum qui witness normalement, donc c'est normal que le 2, si le 2 se retrouve dans le noir, il va pas se promote tout seul, on peut considérer que le nœud numéro 1 et Vimoine, eux, ils sont toujours là, ils se regardent, ils se disent bah tout va bien, quoi. Donc normalement, oui, il n'y a pas de raison que le 2 il se promote tout seul, ce serait trop dangereux, quoi. Donc comment ça marche le failover? Voilà, on perd le premier nœud, il détecte. Alors, si c'est pas Vimoine qui fait la détection, ça peut être vous qui le faites. Vous connectez avec la remote console, il voit que le premier nœud sur lequel il est censé se connecter est offline, et là vous initiez vous-même le failover. Donc dans la console, il y a écrit failover sur le site numéro 2, et là c'est parti, il promote, bla bla bla, il récupère les logs, il change il change, etc. Au moment où on va récupérer du coup le nœud qui est mort, le 1 il est mort, vous étiez en train de travailler sur le 2, et ben il se reconnecte, il repasse le numéro 1 en secondary, il récupère, il resynchronise les nœuds, et à un moment vous pouvez décider de refaire un fallback. Voilà Stéphane, pour répondre à ta question, pas le nœud qui était mort, il redétecte il est plus primary, automatiquement il lui dit tu es secondary, tu resynchronises dans le bon sens, et après vous pouvez demander de repasser, de refailover du coup vous-même manuellement un jour. J'avance. WebUI, du coup, bah, vous l'avez Windows et VSA pour le coup. Si vous avez déjà la V13 déployée en Windows, vous avez déjà la WebUI. Donc WebUI, ça permet aujourd'hui, c'est une version, ils appellent ça un peu preview. Ça va s'enrichir. La 13.1 ramène plein de choses et après, à terme, ce sera du coup l'interface de base. Ça vous permet du coup d'avoir des dashboards pour VBR et pour Vim1. Aujourd'hui, on a VMware Hyper-V uniquement. Je crois que ça rajoute Nutanix dans la version d'après, les agents, le NAS. Encore après, normalement, à la fin de l'année, on devrait avoir Proxmox et compagnie. Bref, de plus en plus de choses dans cette interface web qui est disponible sur Windows et sur Linux, sachant qu'il y a toujours le client lourd. Voilà, je vous rappelle. C'est du 443, ça vous permet de manager différentes machines avec différents niveaux de version. C'est assez facile. Pour rien vous cacher, voilà, client lourd, pas besoin de vous faire un schéma. Avec la version 13, ils ont changé le look graphique. Ne me posez pas de questions, flat design, j'en sais rien. Mais bon, vous avez vu, vous serez pas perdu. Pour le running gag, il y a le dark theme qui est disponible sur le client web et sur le client lourd. Ça vous évite de vous faire aveugler si vous avez besoin de faire une intervention en HNO. Et je fais juste un aparté du coup sur l'authentification. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, authentification locale. D'accord? Si vous faites une partie locale, vous allez avoir user and role sur la HMC avec host manager, security officer, user. D'accord? Ça, c'est les rôles locaux. Si vous avez pas, si vous rajoutez pas votre appliance dans un domaine, les comptes locaux, eux, vous allez les créer comme ça. Si vous rajoutez dans un domaine, domaine, rien d'exceptionnel. Et VBR, de son côté, il a son propre intégration avec SAML. Donc si vous lancez votre VBR, donc vraiment le service web, pas la HMC, pas Linux, le service VBR sur lequel vous avez client web et client lourd, vous avez la possibilité de ce VBR maintenant d'avoir du SAML nativement dans VBR avec la version 13. Ça vous permet de vous connecter avec Entra ID, Okta, ce que vous voulez, pour faire du SAML avec le serveur VBR. C'est juste qu'il ne faut pas confondre la HMC avec domaine ou local et les comptes, le VBR, le service, avec le SAML, du coup la capacité de faire du SSO sur la version web. Également, du coup, avec cette partie user and role de la version 13, on arrive avec des custom roles. Custom roles qui sont que pour le client lourd en version 13 et en version 13.1. C'est pas facile à suivre, je suis désolé. Mais en version 13.1, on l'aura aussi dans le client web. D'accord? Donc, custom role, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est vraiment, je crée des rôles sur mesure. Vous aviez historiquement les rôles prédéfinis, backup, opérateur, restore opérateur, viewer, etc. Et là, vous allez vous retrouver avec la possibilité de les créer vous-même. Je crois que j'ai mis un slide. Ouais. Vous allez pouvoir les créer vous-même. Et là, vous allez vraiment dire,
je crée un nouveau rôle qui va permettre de couvrir que le scope, pour que je dise une bêtise, de folder VMware, d'agent Windows, qui va avoir le droit de faire que de la restauration in place et qui va avoir le droit de faire que d'utiliser que le repo du site de Marseille. Voilà, je vous dis des bêtises. Voilà, ça va être c'est très granulaire, accès limité, en demande, créer ses rôles et vous pouvez appliquer du coup à la même personne ou au même groupe plusieurs rôles. Et comment ça se fait aujourd'hui dans l'UX? Et vous redéclarez plusieurs fois le même groupe avec des rôles différents si vous avez besoin que le même groupe il ait plusieurs rôles. Voilà. Et voilà, vous pouvez pousser. Donc pour l'instant c'est dans le client lourd et d'ici cet été en 13.1, ce sera également dans le client web. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Avec l'arrivée d'une VSA, Vim Software Appliance, on est sous Linux, on n'a plus de NTLM. D'accord? On n'a que du Kerberos, on n'a plus de NTLM. Et donc quand vous avez besoin de discuter avec des serveurs Windows, qui ne sont pas dans des domaines par exemple, vous n'avez pas de Kerberos, et ben vous allez notamment déployer un agent Linux, déployer un agent Windows Backup, discuter avec un Hyper-V, installer un plugin applicatif SQL, installer un Guest Interaction Proxy. Vous allez créer ce deployment kit. C'est un package que vous pouvez ensuite distribuer de plein de façons différentes sur des serveurs Windows. Vous l'exécutez, il y a un point bat par défaut, mais plein de façons de l'installer. Ça va installer tout simplement le Vim Transport Agent. Ça installe le Vim Transport Agent avec son certificat, et pendant 30 jours, il sera à l'écoute du serveur VBR. Donc dans VBR, vous dites, rajoute-moi cette machine, elle détecte automatiquement qu'il y a un transport agent d'installer, préinstallé, et hop, il remplace avec un certificat qui va durer 10 ans. Et donc, il n'y a pas besoin de logging, de password, de NTLM, de Kerberos, de rien de tout ça. Et notamment, quand on est sur du FIPS, FIPS Compliance, on est obligé d'avoir une relation certificat. On n'a pas le droit d'avoir une relation login, password, token, NTLM par exemple. Et donc, on verra la machine dans les managed serveurs, oui. Donc, petit résumé, ça je suis encore en train de travailler dessus. Mais en gros, il y a des persistants agents, des non-persistants agents. Quand vous déployez, notamment quand vous faites de l'application processing, vous avez besoin d'aller envoyer un composant qui va discuter en VSS, qui va prévenir les VSS. Okay, mais si cette machine n'est pas dans le domaine, bah, aujourd'hui on utilisait du NTLM. Si vous passez du coup donc les non-persistent runtime, les non-persistent agents, si jamais vous étiez en NTLM parce que c'est du workgroup, c'est plus possible avec la VSA, il faudra un guest interaction proxy Windows. Si vous êtes en Kerberos, la machine guest, pas la VSA. La guest que vous cherchez à intégrer, elle est dans un domaine sur lequel vous avez accès à Kerberos, on pourra déployer l'agent non persistant. Maintenant, si vous êtes dans une condition workgroup, pas de Kerberos, le NTLM n'est pas disponible parce que vous êtes sur la VSA, vous êtes obligé d'utiliser le deployment kit, pré-déploiement du deployment kit pour pouvoir interagir avec cette machine. Voilà, ça va faire c'est un gros sujet dense, l'authentification, mais on va dire, vous voyez pas ça comme un problème avec la VSA, vous voyez ça aussi comme un problème qu'il n'y a plus de NTLM avec Windows Server 2025. Allez, j'avance. Il me reste plus que quelques slides, donc on devrait être pas mal. En préambule, quelqu'un a posé la question, comment je fais pour industrialiser ce déploiement? Parce que c'est bien gentil, mais la VSA, je la déploie, tous les loggings là, je vais devoir déployer à la main, je vais devoir pas me foirer sur un NTP, pas me foirer sur les IP, retenir le MFA, retenir les passwords, retenir la clé de sécurité du SSO, la fameuse clé qu'on met dans le coffre. Tout ça, si je le fais plein de fois, je suis mort. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a la possibilité de faire de l'auto-déploy. D'accord? Ça permet de déployer beaucoup plus rapidement. Il n'y a aucune interaction utilisateur. On boot sur un ISO modifié et directement, ça vous permet de préconfigurer plein de choses dans cet ISO, de boot dessus, et ensuite, ça s'installe automatiquement et vous arrivez avec un OS, une VSA complètement déployée. Si vous voulez voir comment ça marche, je ne peux pas vous en parler, c'est trop compliqué. Je vous dis déjà que ça existe, c'est déjà pas mal. Et du coup, sur baptistelier.fr, mon blog, j'ai fait toute une section, donc il y a 5 parties, c'est assez dense, mais à minima, la partie 1 est pour vous, je pense, déjà la première pierre à commencer, sur l'automatisation de l'installation. C'est des vidéos YouTube, parce que j'ai fait un projet GitHub qui permet du coup de modifier
l'ISO, donc ça prend un ISO VSA, ou ça prend un ISO Infrastructure Appliance. Vous dites ce que dans un fichier JSON ce que vous voulez modifier. Je peux changer le login, password, hostname, la clé MFA. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez modifier. NTP, tout ce que vous avez le droit de modifier en gros sur un OS sans que ce soit hors support. Et ça recharge, ça modifie le fichier de Kickstart, ça le met directement dans l'appliance, ça refait un ISO. Et vous bootez sur cet ISO, ça fait un auto-deploy. Il y a le lien dans la doc Vim, il y a une partie déploiement auto-deploy. Voilà, ça, je vous laisserai creuser cette partie-là. Je vous épargne tout ça, vous les aurez dans les slides. Donc, pendant les 5, 7, 10 minutes qui nous restent, je vous spoil la 13.1. La 13.1, c'est l'arrivée du... donc on a une bêta. Je vous le dis tout de suite, la bêta est sortie il y a 2 jours. On a une bêta de la 13.1. Donc si vous êtes chaud pour faire une bêta, je peux vous mettre à disposition la bêta. La bêta, c'est moi qui fais le support. Donc autant vous dire, attendez pas énormément de support réactif, vous pouvez pas ouvrir un case de support, c'est une bêta. Mais ça vous permet de tester des nouvelles features, notamment celle-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail par la suite, ou à votre contact avant-vente, voilà, si jamais vous en avez un, pour pouvoir accéder à cette bêta. Ça veut dire arriver de la possibilité d'avoir une monitoring de ressources, notre exporteur, donc l'active, ou syslog, directement pour les informations de l'appliance. Okay, vous pouvez aussi sauter la partie MFA. Alors la sauter, c'est un bien grand mot. Au lieu de la faire en infrastructure, au lieu de la faire en console, vous pouvez dire je la ferai à la première connexion à la HMC. Donc au lieu de la faire au moment où vous avez vu avec en ligne de commande en console et je scanne avec mon téléphone, vous pouvez dire passer le MFA, je le ferai au moment la première connexion HMC avec le vMadmin, je fais l'initialisation du MFA. Je peux enfin, et ça pour vous, j'espère, enfin pour ceux qui avaient déjà testé la 13, quand on crée un nouvel utilisateur, on devait créer un utilisateur sur la VSA, local admin, local, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, et ensuite aller dans VBR et rajouter cet utilisateur avec le rôle vMadmin ou quoi. Dans la HMC, enfin, quand on va se connecter, vous pouvez faire un nouvel utilisateur dans la Software Appliance, activer le MFA, et surtout choisir un rôle au direct, et ça va automatiquement dans VBR lui créer, rajouter un rôle custom ou un rôle administrateur, etc. Donc ça va être beaucoup plus facile, depuis la HMC, de créer un compte local pour Jackie et de lui mettre directement que Jackie, il est backup viewer. Voilà. Et salut Jackie si tu es là. Aussi, il y a la partie storage. Et donc ça, c'est pour la VSA et pour les infrastructures appliance. Donc ça, c'est pour Steven qui posait la question tout à l'heure. On va avoir la possibilité du coup de monitorer déjà correctement dans la HMC avec notre exporteur en graphique, en syslog, à quoi ressemble mon storage system et mon disque secondaire, et la capacité du coup dans la partie drive là-haut d'attacher un drive Viscosy. Donc vous allez pouvoir déployer une Vim Infrastructure Appliance qui va servir de repository avec un drive Viscosy par exemple. Donc si vous avez testé cette partie-là, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous mettrai à disposition la bêta pour tester la partie montage Viscosy. L'Enterprise Manager, je l'ai déjà dit, vous pouvez la déployer depuis l'ISO de la VSA et vous pourrez dire ok, je veux qu'il soit Update Mirror. Et donc Enable Update Mirror, configurer que cet Enterprise Manager devient le mirror automatique pour toutes les serveurs VSA et donc toutes les appliances. Forcément, utiliser un proxy si besoin. Grosse nouveauté pour vous qui êtes sur la V13 Windows. Support du SAN, on me demande. J'ai vu des choses sur le SAN. J'ai vu des choses. Je crois qu'il y a du FC. Hein. Si, il y a du FC. Tu demanderas à ton TAM, Raphaël, mais il y a du, il y a du FC. Je l'ai vu quelque part. Du coup, sur Windows, vous allez enfin avoir les updates aussi qui sont disponibles. Donc vous allez avoir la possibilité depuis votre VBR Windows d'avoir une partie updater et de mettre à jour avec cet updater automatiquement les différents composants de votre Vim sous Windows. Fabrice me dit qu'il y a bien du FC, il confirme. Merci Fab. Pour finir sur cette 13.1, donc les grosses nouveautés marketing, ça a été noté plus au Vimon. Amélioration du support du NAS. Si vous faites du backup NAS, donc NFS, SMB, vous avez la possibilité de faire du GFS.
avec des weekly, des monthly, et la détection de malware dessus, avec toute la partie donc scan IRA, scan malware, Vim Threat Hunter. On a un nouveau truc qui s'appelait un backup repo. C'est en gros un repository Vim, donc on prend une infrastructure appliance, on dit je veux que ce soit un backup repo, et ça va présenter un storage NFS. Notamment, je pense à des confs de firewall, à des confs d'appliance, à des bases de données qui ne sont pas supportées par Vim. Et ben, vous les faites dump sur ce share NFS, et après Vim gère le cycle de vie. Ça s'appelle un application backup repo. Si vous voulez tester, on l'a en bêta. On rajoute plus de coverage sur la partie application entreprise app, DB2, Epic et tout ce qui appartient à incremental merge sur Oracle. On peut faire enfin une restauration complète d'une forêt AD, automatique. Donc si vous perdez généralement vous avez plein d'Active Directory, vous en perdez un, vous restaurez, il se met en slave, et récupère la conf du master, et terminé. Si vous perdez tout, et ben là vous saignez des yeux parce que la procédure de restauration de forêt complète est assez tordue. Et avec cette version 13.1, on va pouvoir faire une restauration de forêt complète directement en restaurant la machine et sa forêt de façon complètement naturelle. Et pour la partie threat detection, donc IARA et Threat Hunter, ça s'étend avec la partie backup AWS et backup Azure. Les backups Proxmox LXC avec Proxmox Backup Server sur application. Waouh, vas-y, mais fais plus de mots-clés, s'il te plaît, Fab. Oui, donc autoritative resto, oui, l'enfer, bah voilà. Donc, déjà, bon, Vim le fait nativement quand vous avez un AD, il se met en non autoritative, mais si vous n'avez plus d'AD du tout, bah là, il va vous aider à restaurer la forêt. Et donc, si vous avez du Proxmox LXC, notamment avec Proxmox Backup, ça y est, je vois où tu veux en venir, Fab, et ben vous pouvez pointer vers ce NFS repo pour pouvoir sauvegarder tout ça et gérer tout ça par Vim. Donc, il nous reste, je suis dans les temps, je suis vraiment trop balèze. Qu'est-ce qu'on retient, hein, parce que ça fait 40 minutes, ça fait 1h30 que vous êtes 40 à m'écouter. Qu'est-ce qu'on retient? Eh ben, c'est le même code, d'accord, que la V13, Windows, Linux. C'est juste que c'est sur notre OS qui s'appelle Rocky, c'est du 9.2 modifié. Peut-être 9.3, ça va être update, on s'en fout. Vous avez du coup le MFA, vous avez le Security Officer, et vous avez le ForEyes. Si on additionne tout ça, ça fait quand même une grosse posture de Zero Trust. Et on a la possibilité du coup d'avoir du HA, de la mise à jour automatique. Voilà, c'est l'avantage d'une appliance. Pour l'instant, il faut quand même qu'il y ait des choses à garder en tête. La Web UI, elle n'est pas en parité avec le client lourd. On ne peut pas encore migrer. Vous pouvez aller voir le KB 4800, ça vous donnera une idée du chemin de migration. Il est dense et de toute façon pour l'instant c'est avec le support. L'appliance, si vous la déployez, pour l'instant, vous ne pouvez pas étendre le disque numéro 2. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Tout ce que je vous recommande pour les actions aujourd'hui, déployer des VSA, Greenfield, c'est-à-dire déployer des VSA sur des nouveaux projets, des nouveaux workloads, des nouveaux environnements, à côté d'un VBR, faites-vous la main, commencez à tester des VIA avec des harden repos pour voir le processus de certification, etc. Si vous êtes déjà client, ce qui est le cas pour tout le monde, restez en V13 Windows, mais commencez peut-être à faire des VIA Linux ou des choses comme ça. Voilà. Notre management n'aime pas trop qu'on backup les DC. Bah écoute, si tu préfères perdre tes DC et jamais pouvoir les restaurer, moi je peux rien faire pour toi. Pardon. Du coup, je vais juste vous demander votre attention tous, alt tab sur la presse, ceux qui m'écoutent en tâche de fond comme s'ils étaient sur Twitch. Il y a des liens qui seront, vous aurez la presse, vous aurez le recording, vous aurez tout ça. Si vous avez des questions, pas de problème, voilà, il y a plein de choses là-dessus. Je vais vous demander votre attention pour scanner ou aller sur ce caout. C'est un caout de survey, donc c'est juste pour avoir une idée de ce qui vous avez trouvé bien, le format. Vous avez le temps, juste scannez-le, ouvrez-le, mettez-le dans un coin. Vous avez, je crois, 4-5 jours pour répondre à l'enquête. C'est une toute petite enquête. C'est pour vous demander, parce que c'est la première fois qu'on fait un Vim Enterprise Technical Club, c'est pour vous demander si le format vous a plu, si c'était pas trop long, si c'était pas trop dense, si vous reviendrez la prochaine fois, parce que j'ai prévu d'en faire plusieurs, si vous avez des sujets de prédilection pour la prochaine fois, et si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas. L'idée, donc, c'est que ce club de gens techniques du milieu enterprise, on va refaire régulièrement. Moi, j'avais l'habitude de le faire pour les service providers. Et vous le verrez si vous allez sur mon blog
j'ai pas mal de contenu. Probablement en septembre, préparez-vous déjà à avoir un autre Vim Enterprise Technical Club, VETC, en septembre, orienté 13.1. Je vais peut-être en faire un sur le backup Oracle. Je vais peut-être en faire un sur la mort du NTLM, Kerberos, Deployment Kit, toutes ces VSS et compagnie. Donc voilà, merci de prendre le temps, s'il vous plaît, de, de répondre à ce survey. Et merci aussi de prendre le temps de scanner, de vous inscrire si vous voulez venir me parler en direct le 18 juin, l'après-midi. On sera tous présents chez Vim, à Paris, à la Maison de la Chimie, pour pouvoir faire la grande messe, plénière, breakout session. Et donc si vous avez des questions ou juste envie de venir discuter et ensuite faire un petit cocktail derrière, voilà, vous êtes tous les bienvenus. Et merci David, et oui, on spoil Zelda derrière, clairement, je ne peux pas flouter sur GoToWebinar. Donc voilà, merci beaucoup de votre temps, on est dans les temps, merci beaucoup d'avoir été présent jusqu'au bout, d'être attentif, d'avoir posé des questions, c'est toujours agréable d'être interactif au maximum. Répondez au survey, je vous le remets, hop. Et puis j'espère que vous revoir dans un prochain Vim Enterprise Technical Club. Voilà, merci tout le monde, passez une bonne journée, passez une bonne après-midi. Et si jamais vous avez des questions, je reste là encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde se déconnecte. Merci David, merci Pascal, merci Alexandre, bonne journée. Stéphane. Bon, apparemment vous n'avez pas de questions, ça a été très clair, tant mieux. Je vais mettre fin au webinaire. Merci tout le monde et merci de répondre au survey. Et puis je vous dis à la prochaine.